Depuis 250 ans, la plus illustre manufacture de cristal au monde, Baccarat, façonne des pièces qui vont orner les plus grandes tables du monde. Dans le sujet qui suit, nous allons pousser les portes de cette institution cachée au pied des Vosges, où sont créées des pièces d'une finesse extraordinaire. Christine Henissart, passionnée par l'histoire de ce savoir-faire unique, nous fait découvrir le ballet chronométré des maîtres verriers qui façonnent et sculptent des pièces exceptionnelles. Nous vous emmènerons aussi au palais de l'Élysée pour assister à la mise en place du service en cristal Baccarat pour une réception présidentielle. Le cristal est un verre précieux, riche en plomb, qui permet d'obtenir des pièces d'une finesse et d'une complexité extraordinaires. Depuis 250 ans, la plus illustre manufacture de cristal au monde, Baccarat, vante l'art de vivre à la française. L'immense fabrique se cache au pied des Vosges, à Baccarat. L'histoire de cette petite ville de l'Est de la France est intimement liée à ce savoir-faire unique. Christine Henissart veille sur la mémoire de ses ateliers, dans le souffle continu des fours à chaud qui ne s'arrêtent jamais. Bonjour Michel, tu vas bien? Impeccable. Ici, le cristal est continuellement en fusion. Cristal vient du mot grec kristallos qui veut dire glace. En fait, c'est une qualité de verre extrêmement pure. Donc c'est un mélange, un secret d'alchimie de matières premières qu'on va chauffer à 1450 degrés. La différence entre le verre et le cristal, c'est bien sûr la clarté, la transparence. On va pouvoir travailler, façonner le cristal beaucoup plus facilement que le verre. On va pouvoir justement le sublimer et bien évidemment la sonorité aussi, qui est beaucoup plus pure que celle du verre. C'est un ballet chronométré où chacun des maîtres verriers reproduit des gestes très précis. René Winter est l'un des piliers de cet atelier, la halle à chaud. Il est le seul à savoir poser les anses de cristal. Attends un peu. Après, c'est comme ça. C'est une tâche très délicate qui s'exécute à la seconde près. Voilà. La plus belle matière, c'est le cristal. Franchement, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux à travailler. C'est une matière vivante et on lui donne la forme qu'on a envie de lui donner. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. Il faut jouer avec les températures. Dès qu'il sort du four, le cristal passe de 1000 à 500 degrés en moins d'une minute. Un autre verrier, Frédéric, modèle un luminaire majestueux. On a toujours l'impression d'avoir de la guimauve. Avec du verre ordinaire, il est plus dur à travailler. Voilà, on est en train de préparer une branche de lustre qu'on allonge à la bonne dimension et à la bonne grosseur. Et qu'on va mettre dans un moule pour avoir la forme finale. Il faut toujours travailler assez vite, parce que ça refroidit assez vite quand même. Le temps de travail est très court, donc on n'a pas trop le temps de jouer. Les pièces défilent de main en main. Refroidies, elles passent enfin dans les ateliers de taille pour être finement décorées, presque sculptées. Tous les pavés sont bien réguliers, donc là c'est un travail bien fait. Ce verre fut créé pour le tsar Nicolas II au XIXe siècle. Là, on est sur la fin. Oui, ça se termine. Le petit feston, Oui, le plus délicat. oui, c'est vrai qu'il ne faut pas faire de bêtises. Il est l'un des plus compliqués à travailler. Il demande 10 heures de taille et 20 meules différentes. Ce service somptueux nécessitait 1000 personnes qui travaillaient ici sur un four à la manufacture qui était vraiment dédié à la cour de Russie. Donc le tsar buvait à la russe, c'était un très bon business à l'époque pour la manufacture. Donc après avoir posé ses lèvres sur le verre, il le jetait par-dessus son épaule. Les pièces de Baccarat ornent également les palais des Maharajas, de l'empereur du Japon ou des Grimaldi. Et surtout, la première table de France au palais de l'Élysée, à Paris.
Ce soir, un chef d'État étranger est convié pour un dîner officiel. Dans la salle des fêtes du palais, tout le monde s'affaire. Emmanuel est argentier. Il est le gardien de la verrerie avec sa dizaine de milliers de pièces. Ils sont très fins, ils sont très purs aussi, ils sont sobres et élégants à la fois. Il y a toujours le monogramme RF. Et on ne retrouve le CBR nulle part ailleurs. C'est vraiment un modèle exclusif à l'Élysée. Tradition oblige, chaque président commande un nouveau service de cristal à la maison Baccarat. Par exemple, vous avez le modèle Perfection qui a été demandé sous Valéry Giscard d'Estaing. Après, vous avez le modèle du général de Gaulle. Et moi, j'ai un petit faible pour le verre du général de Gaulle, mais le verre à Alsace. Voilà, celui-ci qui est assez haut. Le troisième, Manu. Là, tu descends un tout petit peu, le verre à champagne, la flûte à champagne. Il faut entre 6 et 9 heures pour préparer les tables. Le dressage à la française est immuable. Le verre avec la collerette rouge, c'est le verre à main blanc. Et ensuite, je mets le verre à main rouge, à droite. Ensuite, à gauche, ça sera le verre à eau. Et en face du verre à main blanc, vous aurez la flûte à champagne. C'est l'une des régions les plus pauvres du monde. Difa, au Niger, voit affluer des milliers de réfugiés. Ils quittent le Nigeria et la région du lac Tchad qui subissent de plein fouet les violences commises par la secte islamiste Boko Haram. Selon le Programme alimentaire mondial, il serait 130 000 réfugiés et déplacés internes. Les autorités locales sont dépassées, les organisations humanitaires également. À cette crise humanitaire s'ajoute la menace d'attaque du groupe djihadiste. Les militaires nigériens sont à pied d'œuvre, mais la situation est tendue. Attentats suicides, raids sanguinaires, Boko Haram multiplie depuis la mi-juillet ses attaques meurtrières. Reportage de Ben Barnier. Osman Al-Hajib a tout quitté pour sauver sa vie. Boko Haram s'en est pris à sa famille à Damasak, au Nigeria. Les djihadistes ont tué sa mère. Ses enfants ont survécu de peu. Ma famille a été prise en otage pendant 20 jours. Après ces 20 jours, Boko Haram a dit que tous ceux qui voulaient partir pouvaient le faire. Alors ma famille a saisi cette opportunité, elle a fui et nous nous sommes retrouvés ici. Comme Osman Al-Hajib, plus de 4000 réfugiés vivent ici, à Gagamari, aidés par les habitants du village. Les organisations humanitaires n'arrivent pas à répondre à tous les besoins. Il y a un vrai problème d'eau ici. Nous n'avons que 3 ou 4 points d'accès à l'eau. Ce problème est dû à l'augmentation de la population. Nous n'avons pas accès non plus aux soins médicaux. Selon le Programme alimentaire mondial, Difa, l'une des régions les plus pauvres du monde, compte 130 000 réfugiés et déplacés internes. Des milliers d'entre eux empruntent cette piste pour rejoindre le camp de Kabelawa. Cette route longe le Nigeria. Les humanitaires ne s'y aventurent que sous escorte militaire. Plus de 2400 réfugiés vivent ici, sous une chaleur accablante. Beaucoup d'entre eux ont quitté les îles du lac Tchad, une zone infestée par Boko Haram que l'armée nigérienne essaye de nettoyer. Les militaires nous ont demandé de partir. Ils nous ont dit qu'il y aurait des bombardements. Alors nous avons eu peur. Nous sommes partis le plus vite possible. Ces femmes se sont rencontrées sur les terres sablonneuses de Kabelawa. Compagnes d'infortune, elles essayent de survivre ensemble. Pour l'instant, on est ici. Mais on espère que la situation va s'améliorer et qu'on va bientôt pouvoir retourner dans les îles. On vit de la pêche. Notre activité est là-bas. Tous espèrent rentrer chez eux. Mais quand ? Les hommes de Kabelawa attendent des jours meilleurs. Nous ne faisons rien ici. Nous n'avons aucun revenu. Au moins, dans les îles, on avait un travail.
À la chaleur et à la faim s'ajoute la peur d'une attaque de Boko Haram. Malgré la présence de l'armée, le responsable du camp craint que des sympathisants du groupe djihadiste ne se cachent parmi les réfugiés. Donc sûrement il peut y avoir certaines personnes qui sont parentées ou bien qui sont même liées à ces éléments de Boko Haram. Mais on n'a aucune preuve, on ne peut qu'imaginer. En juin 2015, une attaque terroriste a fait 38 morts dans les villages frontaliers de Lamana et Ngoumao. À la frontière, les échanges de tirs sont fréquents. Malgré la mobilisation des militaires et des autorités locales, la menace djihadiste pèse encore sur Difa. L'insurrection du groupe islamiste Boko Haram et sa répression par les forces de l'ordre nigérianes ont fait plus de 15 000 morts depuis 2009. Une nouvelle vague de violence frappe le nord-est du Nigeria depuis l'investiture le 29 mai dernier du président Muhammadu Buhari. En 2 mois, plus de 800 personnes ont été tuées. Cette vague s'est étendue au Tchad et au Cameroun voisins, touchés à leur tour ces dernières semaines par des attentats suicides meurtriers inédits sur leur sol. Et les pays du bassin du lac Tchad s'apprêtent à lancer leur nouvelle force d'intervention conjointe multinationale avant la fin du mois. Restez sur notre antenne, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.